moi qui fais tout le temps de l'attaque, aujourd'hui on va voir un petit peu du bleu. Je vais faire une petite introduction au SOC, comprendre si jamais vous voulez mener votre carrière en tant qu'analyste SOC, il faudra parler de la structure SOC, des outils que vous allez utiliser. Le SOC, pour rappel, c'est le Security Operations Center, centre de la sécurité des opérations. Savoir comment l'utiliser, vous allez travailler en équipe, comme l'équipe rouge. Alors, on va essayer de définir la structure d'un SOC, son fonctionnement, les outils, les produits, le métier. Qu'est-ce que fait un analyste SOC? Pourquoi et comment il doit utiliser ces outils? Et parfois, souvent, quand on débute, c'est normal, on n'a pas l'expérience, les erreurs fréquentes qu'on commet en tant qu'analyste. Alors, déjà, si vous voulez devenir SOC, si c'est votre objectif de carrière, je vous conseille de vous concentrer particulièrement sur les outils SOC, les SIEM, le log management, les EDR, les XDR, et surtout un cahier, un crayon et votre cerveau pour prendre des notes. Vous allez faire une formation et vous allez avancer, exactement comme nous en rouge. On commence simple, hein, on revoit les bases du réseau, les bases des systèmes d'exploitation, les bases de la programmation, du fonctionnement des applications web, des protocoles, pour pouvoir ensuite évoluer. Donc, on va commencer simple et le but, c'est vous allez évoluer et avoir des formations de plus en plus poussées techniquement. Mais pour commencer, il faut déjà commencer simple. Alors, ça sera quelques bases. Ensuite, si vous travaillez en tant qu'analyste SOC, vous allez pouvoir accélérer votre développement professionnel, hein, au vu de ce qui se passe en ce moment. Je pense que je n'ai pas besoin de vous faire de dessin. Alors juste quelques petits conseils et parfois les erreurs qu'on commet. On va essayer de se concentrer sur les meilleures pratiques, le best practice, hein, qu'on a depuis un certain temps, les fameuses best practices que vous devez tous connaître en informatique et voir comment on peut éviter les erreurs. Alors, je vais vous mettre une petite interview si vous êtes bilingue. Comment devenir analyste SOC, ça vous mettra la puce à l'oreille. Je vais me baser sur le site Let's Defend qui vous apprend à, comment dire, vous entraîner, hein, pour le boulot d'analyste SOC. On va faire des CTF ensemble. J'ai eu la chance de connaître quelqu'un qui travaille là-bas, très gentil, qui fait partie du Canada. On l'embrasse et comme je discute beaucoup avec les gens, elle m'a donné des accès. Donc, je vais vous faire quelques petites vidéos. Ça nous changera un petit peu du rouge, hein, parce que moi aussi, j'en ai un peu marre de faire tout le temps la même chose. On va mettre un petit peu de côté les formations EJPT, c'est loin d'être terminé. Et on va se poser la question, qu'est-ce qui fait un bon analyste SOC? Alors, on va voir les types et les rôles SOC. Donc le SOC, je vous le disais, c'est le centre d'opération de sécurité. C'est vraiment l'installation, hein, où l'équipe de sécurité, l'équipe bleue de l'information, hein, puisqu'on parle d'infosec, on parle de cybersec, surveille et analyse en permanence la sécurité d'une opération et d'une organisation. Pardon. L'objectif principal de l'équipe SOC, c'est de détecter, d'analyser et de répondre aux incidents de sécurité en utilisant naturellement la technologie, les personnes et les processus. Alors, en fonction de la sécurité et du budget, on a plusieurs types de SOC. On a tout d'abord les SOC en interne. Le SOC en interne, si vous voulez, ce qu'on appelle du in-house SOC, c'est l'entreprise qui met en place sa propre équipe de sécurité. Les entreprises qui envisagent d'établir dans un SOC interne devraient disposer d'un budget pour soutenir la continuité. Donc généralement réservé au monde militaire, généralement réservé aux grosses entreprises, hein, puisque pour réduire les coûts, on a tendance à externaliser tout ça. D'accord? Ensuite, vous avez le SOC virtuel. Le SOC virtuel, on pourrait dire que l'équipe de sécurité n'a pas sa propre installation et travaille souvent à distance dans différents endroits. Ça, c'est le virtual SOC. Et on a le Common Edge SOC, qu'on pourrait traduire par SOC co-géré, qui se compose de personnel SOC interne travaillant avec un fournisseur de services de sécurité géré, qu'on appelle le MSSP externe. Et la coordination est vraiment importante pour ce type de modèle. Enfin, on a le command SOC, le commande et contrôle. Là, on fera que du commande. On est en défense. On va dire que c'est le groupe de cadres supérieurs, hein, qui va superviser des petits SOC dans une grande région. On retrouve cette structure dans des grosses multinationales. Les organisations utilisant ce modèle comprennent les principaux fournisseurs de telco, télécommunications et naturellement les agences de défense. Alors, les personnes, les processus, la technologie, je vous disais.
la construction d'un SOC réussi nécessite vraiment une coordination sérieuse. En particulier, vous devez avoir une relation franche entre les personnes, les processus et les technologies. En termes simples, les personnes, les gens, les processus et les technologies nécessaires pour le SOC. C'est avoir des qualités relationnelles. D'accord? On a besoin d'un personnel hautement qualifié et familiarisé avec les alertes de sécurité et les scénarios d'attaque. Comme les types d'attaques changent constamment, nous avons besoin de coéquipiers, d'ailiers, qui vont travailler avec vous et qui peuvent également s'adapter aux différents types d'attaques. D'accord? Et qui est prêt également à faire des recherches sur son temps libre. Donc il faut des gens intelligents, curieux, et motivés, d'accord? Qui savent travailler en équipe. Puisque, je vous le dis toujours, que vous soyez en rouge ou en bleu, on travaille en équipe, tout le temps. Vous n'êtes pas seul. Les processus. Pour avoir une structure SOC qui arrive à maturité, il va falloir l'aligner sur de nombreux types d'exigences. On a différents, environnements, on a également différentes normes. On a le NIST, je rappellerai, qui est l'ANSI américaine, qui définit des standards. On a le PCI, notamment dans le monde bancaire, pour les cartes bleues, etc., etc. On a l'HIPAA pour les hôpitaux, aux États-Unis, par exemple. Donc, c'est le Health Insurance Portability and Accountability Act. Donc, c'est une loi qui a été votée par le Congrès des États-Unis en 1996. Ça concerne la santé et l'assurance maladie. Je vous mettrai quelques petits liens pour creuser. Donc ça, c'est le modèle américain, naturellement. Vous devez avoir également aussi de la technologie, vous le savez. D'accord? Les standards, c'est bien. Les processus, pour pouvoir les gérer, en effet, il faut une standardisation extrême des actions pour s'assurer que rien n'est ignoré. Les gens, les processus, je vous disais, la technologie. Vous devez avoir divers produits pour de nombreux sujets, tels que tests d'intrusion, détection, prévention, analyse. Vous devez suivre naturellement le marché, la technologie, pour trouver la meilleure solution pour vous. Et parfois, certes, il y a un meilleur produit sur le marché, mais il est peut-être pas fait pour vous, tout simplement parce que vous n'avez pas le budget nécessaire. Donc, c'est des impératifs, on a des contraintes de temps, d'argent, tout le temps, et il faudra s'adapter à la technologie. Alors, l'analyse SOC, il pourrait être divisé en 3 niveaux qu'on retrouve, principalement en informatique, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Analyste L1, L2, L3, c'est ce qui compose la structure SOC, et un analyste de sécurité classe l'alerte, recherche la cause et donne des conseils sur les mesures correctives. Ensuite, on a l'incident response. Alors, l'intervenant en cas d'incident, l'agent d'intervention en cas d'incident, on va dire que c'est la personne qui participe à la détection des menaces. Cette personne effectue l'évaluation initiale des atteintes à la sécurité. Ensuite, on a du threat hunting, le chasseur de menaces. Son but, c'est de trouver les vulnérabilités avant que l'attaquant ne puisse les exploiter avec une attaque. On va aller rechercher les dernières menaces sur le dark web. On va s'intéresser à ce que font les bad guys, les méchants, et nous, voir comment on peut améliorer notre posture défensive. Les ingénieurs de sécurité, eux, c'est la maintenance et l'infrastructure de sécurité, des solutions SIEM et des produits SOC. On prépare la connexion entre le produit SIEM et le SOAR. SOAR, je vous en parlerai par la suite. On a le gestionnaire, il nous faut des gestionnaires SOC aussi, ils vont assumer en fait la responsabilité de gestion, budgétisation, élaboration de stratégie, la gestion du personnel, le management, donc les coordinations des opérations. C'est des questions plutôt opérationnelles, plutôt que techniques. Alors, l'analyse SOC et ses responsabilités. Donc un analyste SOC, c'est la première personne à analyser les menaces contre un système. Lorsque la situation l'exige, il fait remonter les incidents à ses aînés et rend ainsi possible la capture de menaces. Un rôle important dans le SOC, car il est la première personne à enquêter. Les avantages d'être un analyste SOC, on pourrait dire que il y a de nombreuses techniques de vecteurs d'attaque, vous le savez, si vous voyez un petit peu mes vidéos et d'autres gars qui traitent de ces sujets, on a des logiciels malveillants partout, chaque jour. Augmentation de façon exponentielle, et en tant qu'analyste, vous allez prendre du plaisir si vous êtes curieux, motivé à enquêter sur les différents types d'incidents. Même si les systèmes d'exploitation, les productions du marché sont parfois tout le temps les mêmes que vous allez utiliser, votre travail vous semblera moins monotone si vous prenez la démarche et si vous
vous avez, comment dire, cet esprit de fin limite pour faire vos recherches, hein, analyser d'incidents différents pour acquérir l'expérience et varier les plaisirs, d'accord? Donc pareil, hein, en fonction des semaines et des jours, les techniques utilisées pour vous attaquer vos infrastructures, vos systèmes d'information ne seront pas les mêmes. Alors, il y a une certaine routine générale qui s'installe. Si vous avez été analyste de production, si vous avez fait un peu du helpdesk, si vous avez fait, il y a certains métiers comme ça en informatique, hein, où les journées se ressemblent. Donc, eh ben oui, il va falloir examiner les alertes sur les SIEM, déterminer celles qui constituent des menaces réelles. Pour faire votre conclusion, entre guillemets, hein, vous aurez différents produits de sécurité, les EDR, les log management et le SOAR. Je vais développer ensuite et c'est là-dessus que vous allez vous former. D'accord? Donc, un analyste SOC performant ne dépend pas des produits de sécurité. Il peut analyser correctement les alertes SIEM, mais il va falloir développer des compétences qui lui sont propres. D'accord? N'attendez pas les remontées d'alerte, hein. Faites une veille proactive également. Vous, votre cerveau, c'est la plus puissante des armes avant de vous reposer sur les outils que vous avez à votre disposition. Connaissance des systèmes d'exploitation. Il n'y a pas de secret, hein. Pour pouvoir détecter ce qui est anormal dans un système, il faut déjà accepter. Qu'est-ce que, hein, le threshold, le seuil? Qu'est-ce qui est normal? Il existe plusieurs services dans le système d'exploitation Windows et il est difficile de détecter lequel d'entre eux est suspect sans avoir déjà, c'est quoi un service? C'est quoi un service Windows? C'est quoi un service Windows normal? Et c'est quoi peut-être un service Windows qui est malicieux, hein? On a peut-être injecté, vous le savez, une porte dérobée dans un des services. Donc vous devez connaître la logique du base des fonctionnements des systèmes d'exploitation, à la fois Windows, à la fois Linux. Le réseau. Donc vous allez gérer de nombreuses adresses IP, des URL malveillantes, hein. On doit vérifier s'il y a des périphériques sur le réseau en essayant de se connecter à des adresses. Si nous pouvons contrôler ça, ça va donner le ton de notre analyse. C'est l'étape la plus compliquée, d'accord? On pourrait avoir à détecter peut-être une fuite de données potentielle sur le réseau. Pour pouvoir écouter toutes ces fonctions, vous devez connaître les bases de la mise en réseau, comprendre comment les attaquants vont se servir de canaux pour échapper, hein, exfiltrer la data, communiquer avec des serveurs de command and control. Vous devez savoir également ce que nous on fait pour se protéger de gens comme nous, d'accord? Nous, notre but, c'est de rentrer. Vous, votre but, c'est de nous détecter. On travaille ensemble, je te le rappelle. Ensuite, analyse de logiciels malveillants. Il n'y a pas de secret, hein. Vous allez traiter avec des menaces. Vous devez comprendre quel est le but réel de ces malwares. Ils affichent parfois un comportement différent, justement, pour tromper les analystes. Et vous allez avoir besoin de compétences en analyse de logiciels malveillants. Il n'y a pas de secret. Donc, il est important de déterminer au moins quel est le centre de commande et de contrôle, hein, du fichier malveillant, s'il existe un ou plusieurs ou pas de périphériques qui communiquent avec cette adresse, d'accord? Il va falloir également aller récupérer les indicateurs de compromission, les IOCs, et vous allez commencer votre threat intel. Vous allez récupérer, vous connecter à Virus Total, hein, à plein d'autres outils, je ne vous cite que lui, pour récupérer les indicateurs de compromission et regarder en base de données s'il n'y a pas déjà eu des occurrences qui pourraient vous aider à commencer ce travail d'enquête et d'attribution. On va aussi discuter, hein, de ce qu'est un analyste SOC et le type de compétences que vous devrez posséder, d'accord? On va aborder les domaines techniques, mais on va commencer par le fameux SIEM. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Security, Information and Event Management. On pourrait le traduire par, tout simplement, la gestion des informations et des événements de sécurité. D'accord? C'est prépondérant. Vous allez forcément travailler sur un SIEM au bout d'un moment. D'accord? À l'époque, moi, quand j'ai commencé, on l'appelait pas comme ça. D'accord? On parlait plus de bastion. Mais c'est le même principe. D'accord? Alors, le but, c'est de détecter les menaces de sécurité, vous l'avez compris. D'accord? Les produits SIEM diffèrent, bien sûr, mais on peut retrouver un certain nombre de caractéristiques qui leur sont propres. Il faut s'intéresser, nous, en tant qu'analyste SOC, ce qu'il faut comprendre, en tout cas, les bases, c'est qu'ils filtrent les données, ils collectent. Donc, ils collectent
il filtre et il crée des alertes pour tout événement suspect. Hein, on a ce principe, je vous avais expliqué dans mes vidéos OSINT, le RIS, le renseignement, l'intel gathering, le recueil d'informations, c'est exactement ça. On collecte de la data, hein, on va faire pareil, processus de boucle rétroactive, on prend de la data brute en entrée, on passe à la moulinette, il y a un algo, d'accord, et ensuite on filtre les données, on les analyse. Donc c'est vraiment un travail de l'information, mais comme toujours en informatique, ce sont les bases de l'algorithmie, ce sont les bases du traitement de la data. D'accord? Je prends quelque chose en entrée, je raffine l'information, comme je vous le dis toujours, et j'ai de l'information en sortie qui est exploitable, d'accord? Qui est opérationnelle. Tout va dépendre de ce que vous avez besoin. Pour quel est le but du traitement de l'information? Vous, là, c'est analyser les menaces. Alors, des exemples d'alerte. Imaginons qu'il y a quelqu'un qui rentre dans votre système d'exploitation Windows et qui tente 20 mots de passe incorrects en 10 secondes. Alors là, tu peux te dire, ouais, c'est tante Janine qui a oublié son mot de passe. Mais là, 20 mots de passe incorrects en 10 secondes, ça ressemble furieusement à une attaque. Ou c'est quelqu'un qui tape vraiment vite et qui a vraiment oublié son mot de passe. D'accord? Donc, naturellement, c'est une activité suspecte, d'accord? Il est peu probable que quelqu'un ait oublié son mot de passe et essaye de le ressaisir, 20 mots de passe différents en 10 secondes. Ça apparaît plutôt une machine, un programme, vous l'avez compris, d'accord? Donc on va créer une règle, un filtre, comme on l'appelle dans notre SIEM, pour essayer de déterminer si, concernant ces indicateurs de compromission, est-ce qu'il n'y a pas des activités, puisqu'on collecte de la data, on va appliquer nos filtres et on va affiner nos alertes. Nos alertes, là, si on parle de mots de passe, est-ce que il n'y a pas d'autres comptes qui ont également essayé de dépasser des valeurs seuil? Imaginons que j'ai une alerte à chaque fois que un compte essaye 20 mots de passe incorrects en moins de 10 secondes. Est-ce que j'ai qu'une alerte? Est-ce que j'ai plusieurs alertes? Vous voyez, on va essayer de corréler les informations pour avoir encore une fois cette vision globale, holistique sur le sujet. Donc voilà, je pousse les marqueurs en fonction des besoins, j'essaye d'identifier les indicateurs de compromission, les patterns récurrents, puisque je vous ai dit que en threat, en adversary emulation, on va, nous, rouge, reproduire les TTP. Je vous ai dit que les attaquants ont une signature. Vous devez détecter ces signatures, ces patterns, ces motifs récurrents en criminalistique. Justement, quelle technique il utilise, quel est son degré de sophistication, d'accord? En fonction de ces tactiques, techniques, procédures, je vais commencer à analyser la menace, essayer de la comprendre, voir un petit peu s'il y a de l'antériorité, est-ce qu'il y a une APT qui utilise ce type d'attaque, d'accord? Donc, si je dois vous parler de solutions SIEM, on a QRadar d'IBM, ArcSight ESM, FortiSIEM, Splunk, très connu, que vous retrouverez beaucoup, et on peut récupérer tout simplement beaucoup d'informations grâce au SIEM. C'est le boulot. Après, il va falloir filtrer pour pouvoir exploiter l'information, puisque vous allez crouler sous les alertes. Et le problème, c'est que très souvent, le SIEM, il va falloir un temps pour le paramétrer, d'accord? Quand vous prenez une solution clé en main, il y a toujours une phase qui peut prendre parfois plusieurs années en fonction de la maturité de vos process et également des personnes qui travaillent dessus, d'accord? Pour avoir, c'est comme quand on est à l'analyse de production, il nous faut des remontées d'alerte, certes, on surveille les SI, mais il ne faut pas que vous soyez pollué, et je sais de quoi je parle, par de fausses alertes. On ne va pas réveiller le niveau 3 pendant une nuit parce qu'il y a peut-être un peu trop de swap ce soir-là sur une des machines, d'accord? Il y a une grappe de disque dur qui a monté de 2 degrés. Donc encore une fois, tous ces indicateurs, quand on débute, que ce soit analyse de production ou analyse d'un SOC, vous allez un peu paniquer parce que vous n'avez pas encore l'expérience. Après, avec l'expérience, vous allez voir les alertes qui sont pertinentes, celles qui ne le sont pas, d'accord? Et s'il faut éventuellement escalader au niveau 2, au niveau 3, puisque vous allez commencer niveau 1, vous avez bien compris. Alors, donc voilà, tout est question de corrélation des règles et développer des configurations qui soient efficaces, d'accord? Et c'est pareil, en fonction des SIM, en fonction, je te disais,
des groupes, des personnes qui ont développé ces configurations, bah, ça sera pas tout à fait la même chose, d'accord? Le but, en fait, c'est que les alertes soient créées, par des données transmises à travers des filtres, hein. C'est le diagramme que je te montrais juste avant. Les alertes, elles sont analysées par notre analyste SOC et c'est là que va commencer votre travail. Je vous le disais, au niveau du SOC. Il doit décider si l'alerte créée est une menace réelle ou une fausse alerte, tout simplement. D'accord? Un faux positif. Pour mieux comprendre, si je vous mets cette page, on est en mode surveillance, entre guillemets. Il existe différentes alertes là sur notre interface SIEM. On doit analyser les détails liés à ces alertes à l'aide d'autres produits, hein. Vous avez les EDR, donc les protection des points de terminaison, hein, c'est-à-dire les postes clients, le log management, on va gérer toutes les logs, la rotation des logs, hein, l'extraction même des logs, et le Threat Intelligence Feed, donc c'est vraiment de l'analyse de menaces, hein, du TI, du CTI, du Threat Intelligence. On va récupérer à partir de nos indicateurs de compromission, aller rechercher dans de la donnée qui a été agglomérée, hein, et voir si on retrouve des choses qui sont connues par d'autres acteurs, qui sont connus par d'autres entreprises. Encore une fois, quand on parle de MPA, de menaces persistantes avancées, il doit y avoir une antériorité. Ou alors, pas de chance, vous êtes en train d'être attaqué par une APT qui n'est pas encore connue, hein, qui n'a pas été catégorisée, classifiée, hiérarchisée. On n'a pas fait de renseignements sur elle. Donc voilà, et ce qu'il faut savoir, c'est, bah voilà, et qu'est-ce que je fais, hein? On a une sorte de canal principal, hein, qui est partagé entre les analystes SOC, et après je vais dire à mes collègues, bon écoute, cette alerte-là, je la traite, d'accord? Je vais travailler dessus, généralement vous avez un petit bouton qui vous dit prendre possession ou action, et vous allez la passer vers le canal enquête, hein. On a différents canaux de communication et il y a un canal qui est dédié, hein, au travail d'enquête en cours. Comme ça, vos collègues, c'est la communication qui est très important. Ils vont savoir que vous travaillez sur tel ou tel événement, tel ou tel programme. Ils vont pouvoir également comprendre que leur but maintenant, c'est de vous laisser faire votre travail et eux d'aller travailler sur d'autres alertes. D'accord? C'est comme ça que l'équipe bleue va pouvoir analyser rapidement toutes les alertes. Donc, n'hésitez pas à communiquer, c'est une qualité majeure, hein, dans ce travail, et allez collecter les informations. Commencez votre travail d'enquête, d'accord? Nom d'hôte, adresse IP, information, hachage de fichiers, bref, tout ce que vous pourrez glaner. Ensuite, vous allez voir qu'il y a de fausses alertes, hein, qui peuvent se produire dans le SIM. C'est pas parfait, hein, mais ça fait gagner beaucoup de temps, et c'est pour ça qu'il faudra remonter les fausses alertes pour, justement, jouer sur les filtres pour qu'elles ne se reproduisent plus. Justement, c'est toute la partie la plus complexe, la configuration du SIM. Alors un bon analyste sera en mesure de déterminer de telles situations, hein, et donner un retour d'information, un retour d'expérience à l'équipe, d'accord? Un rétex comme on dit, et c'est ce qui va permettre d'affiner vos modèles, vos techniques et l'efficacité de votre travail dans votre équipe bleue, d'accord? Imaginons qu'on a une équipe SIEM, hein, qui a mis en place un ensemble de règles qui créent des alertes pour les adresses URL qui contiennent par exemple le mot union, hein. Vous savez, union, on peut s'en servir, ça pourrait éventuellement détecter les injections SQL, d'accord? Le problème, c'est que un utilisateur qui va pas faire une injection SQL, qui va juste aller sur Google et qui va faire une recherche, et ben éventuellement ça va remonter une alerte, d'accord? Puisque tout est surveillé, surtout en entreprise. Et là, malheureusement, bah oui, certes, le mot-clé union est présent dans l'URL, mais c'est juste quoi? Bah peut-être, je sais pas, un DBA, hein, qui veut faire une requête SQL complexe et qui a besoin de se rafraîchir la mémoire sur Google. Le problème, c'est que votre SIEM a détecté des mots-clés qui sont présents, et là, bah pareil, il y a de l'heuristique et on essaie de comprendre ce qui se passe, et vous voyez que, bah, encore une fois, entre la réalité et ce qui se passe vraiment, certes, les filtres, le SIM fait son boulot. Après, dans les faits, un administrateur qui se renseigne sur Google ou quelqu'un qui essaye d'injecter des SQLI sur l'infra, c'est légèrement différent. C'est pour ça qu'on a besoin d'un cerveau, de la matière grise, d'accord? Puisque les robots, bah ouais, peuvent aussi se tromper. Donc, c'est à vous d'analyser tout ça. Donc, en tant que
analyse SOC, hein, le SIM, ça va être la base. Vous devez apprendre à l'utiliser et savoir comment créer une alerte, comment on joue sur nos filtres et n'hésitez pas, hein, à aller voir un petit peu, comment ça se passe et quels sont les SIM à disposition, sur, le marché. Alors, on va parler du log management, la gestion des journaux. Vous allez faire beaucoup d'analyses de journaux, hein. Dans les journaux, justement, vous allez récupérer les informations qui sont pertinentes, hein. Il faut savoir quoi rechercher, où chercher. Donc il y a différents systèmes, solutions de log management, de gestion des journaux. Mais déjà, c'est quoi la gestion des journaux? Alors, comme son nom l'indique, hein, et c'est une solution de gestion des journaux, comme on les appelle en anglais, donc Log Management Solution, hein, on parle en anglais. Ça va permettre d'accéder à tous les journaux d'un environnement, journaux web, système d'exploitation, tout ce qui est, je sais pas, PR Roxy, EDR, FW, bref, toutes ces logs, elles sont agrégées aussi, hein, au niveau de la donnée et ça va permettre de gérer tous ces journaux en un seul point. D'accord? J'ai pas besoin d'exfiltrer, de me connecter aux machines, les logs, d'accord? Je vais pouvoir justement récupérer cette donnée, ça va être beaucoup plus simple, hein, ça améliore la convivialité et ça fait gagner du temps. Donc si on peut pas accéder aux journaux à partir d'un seul point, la même requête par exemple, hein, je veux essayer de déterminer par exemple tous les utilisateurs qui se connectent au site www.totolehacker.fr, d'accord? Bah, il faudra l'envoyer à différents appareils. Donc ça augmente la marge d'erreur et le temps qu'on doit y consacrer. Le principe du SIEM, c'est la fusion, justement en un point, d'accord, de l'ensemble du big data que génère une entreprise, d'accord? Donc ça va être toutes les logs naturellement et tout ce qui est tous les équipements, hein, en défense et également les métriques, hein, pour comprendre qui fait quoi et vous devez constamment analyser non seulement les utilisateurs qui utilisent votre infrastructure, votre entreprise, mais vous devez également vérifier les processus, les machines, le réseau, et cetera, et cetera, et cetera. D'accord? Donc on a différentes solutions, hein, mais il faut bien comprendre que c'est ça. En fait, on essaye de fusionner toutes, les sources en un seul point et grâce à ça, on va pouvoir extraire et raffiner l'information pour avoir une vision objective, hein, sur the big picture, la vision d'ensemble. Donc là, qu'est-ce que je fais? Bah là, je vois, hein, directement, j'ai mon type, hein, je peux savoir tout de suite, hein, si on parle de quoi? On parle du proxy, on parle des serveurs Exchange Microsoft, on parle quoi? Du pare-feu? Ouais, bah, j'ai qu'à vérifier les ports. Quoi? Le proxy il tourne sur le 80, SMTP 25, Exchange, bah ouais, et le firewall il est sur le 443 et le 587. D'accord? Donc tu vois que pour faire ce travail, déjà il faut quoi? Je te parle tout le temps de la temporalité dans une cyberattaque, que ça soit en attaque ou en défense, bien sûr. Le nombre d'occurrences, l'horodatage, le type, hein, tu dois connaître tout ça en informatique. C'est pour ça qu'il te faut de bonnes connaissances. Le réseau, les bases du réseau, hein. Si tu comprends rien au réseau, tu sais pas ce qu'on a sous les yeux. D'accord? Donc, pour pouvoir faire ce travail, c'est ce que je te disais en préambule, il faut avoir de bonnes bases. D'accord? Système d'exploitation, réseau, et après toutes les solutions qui existent sur le marché. En tout cas, celles avec lesquelles tu vas travailler, hein. Si tu as une prise de fonction dans une entreprise et que tu postules un, un boulot d'analyse SOC 1, hein, tu vas commencer par un et évoluer. Regarde un petit peu les solutions, hein, parle-en. Et puis essaye de préparer le terrain et de télécharger s'il y a des versions. Essaye de voilà, de te parfaire tes connaissances. Tu peux faire des CTF. Si tu dois apprendre Splunk, tu sais qu'il y a plein de CTF qui t'apprennent à utiliser Splunk, par exemple. Donc, en tant qu'analyste, on va travailler, je vous disais, sur la gestion des journaux pour vérifier s'il y a une communication avec une certaine adresse, voir les détails d'une communication. Est-ce qu'on n'est pas tombé sur un logiciel malveillant? Et après l'avoir, par exemple, exécuté, malheureusement, si une personne dans l'entreprise fait la boulette, est-ce qu'on peut détecter, hein, avec qui elle va communiquer? C'est quoi son serveur de command and control? D'accord? Qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a des domaines malicieux qui communiquent entre eux, hein, qui pourraient éventuellement héberger une infrastructure de sitou. Dans le centre de
Command and Control, on va pouvoir également rechercher des mots-clés, rechercher des adresses, rechercher des noms de domaine grâce à la gestion des journaux et on va voir toutes les périphériques essayant de communiquer avec le centre de Command and Control ou de contrôle de commande si on doit parler en bon français. D'accord ? Donc voilà, ça nous permet d'avoir une vision objective. Et cette solution nous fournit une deuxième situation. On a des alertes SIEM. On va voir qu'on a eu par exemple une fuite de données avec, je sais pas, l'adresse 122.194.229.59. On va enquêter sur ça, sur le sujet. On va isoler l'appareil du réseau, effectuer les processus requis et le contrôle, le confinement. Donc on va utiliser un EDR, XDR pour scanner la machine qui aura été isolée du réseau. On va la désinfecter, d'accord ? On va faire de l'analyse forensique, on va récupérer ses logs, on va chercher les artefacts, d'accord ? Et les IOC sur la machine. Et ensuite, on va voir qu'est-ce qui a pu fuiter éventuellement, d'accord ? C'est quoi cette adresse IP suspecte que j'ai récupérée ? Est-ce que je peux retrouver cette adresse IP sur Internet en faisant de l'OSINT, du réseau, d'accord, du threat intel? Je vais aller récupérer dans des bases de données, donc en source blanche, source grise, source noire, en fonction d'où vous travaillerez, et voir est-ce qu'il y a eu plusieurs connexions, et c'est quoi cette machine qui est à l'autre bout de la Terre, parce que cette machine, cette adresse IP, ne fait pas partie de l'entreprise. Alors, les fameux EDR, je vous en parle, qu'on appelle... Alors, c'est endpoint, les points de terminaison, detection and response. Endpoint detection and response, donc détection et réponse des points de terminaison, même si, on va utiliser le terme EDR anglais comme d'habitude. Et on parle également de réponse aux menaces des terminaux, ce qu'on appelle le TDR. Alors, vous allez passer beaucoup de temps à utiliser un EDR, et le but, c'est d'effectuer des analyses. C'est un antivirus un peu plus poussé. D'accord ? Puisque c'est plus qu'un antivirus, c'est plus qu'un pare-feu, c'est plus qu'un système, je sais pas, HIPS, HIDS, NIDS, etc. C'est apprendre à l'utiliser qui sera important. L'antivirus, il va essayer de détecter, d'accord ? Grâce à des signatures, je te dis au comportement, à l'heuristique des choses qui se passent. Ok, certes, mais vous savez qu'au fil du temps, Internet devenant de plus en plus dangereux, on a greffé des solutions aux antivirus. Après, on leur a donné des pare-feux matériels, pare-feux logiciels. On a également des systèmes de détection d'intrusion qu'on appelle IDS, d'accord ? Ça va détecter les événements liés à la sécurité de votre environnement, mais ça les bloque pas. D'accord ? Ça permet d'envoyer une alerte, un email, un SMS, vous signalez qu'un événement de sécurité s'est produit. Après, on a l'IPS. Alors l'IPS, c'est le système de prévention des intrusions. Ça identifie la menace et ça la bloque. Le but, c'est que l'attaque ne puisse pas se produire. Mais vous allez voir qu'il y a encore plein d'autres choses, d'accord ? L'IPS, l'IDS, il fonctionne au niveau de l'hôte, d'accord ? Sur les machines virtuelles ou au niveau du réseau. Mais après, on est arrivé avec des solutions de cloud, de platform as a service, PaaS, de SaaS, service as services, etc. Bref, tout ce qu'on a qui a un petit peu fait évoluer le fonctionnement des entreprises ces 20 dernières années, grosso modo. Allez, ces 10 dernières années, puisque maintenant, la plupart des entreprises ont une composante cloud. Alors, on a des HIDS. Ça, c'est du Host-Based Intrusion Detection System. C'est un IDS qui est sur un hôte, une machine virtuelle, qui identifie les menaces, mais ne les bloque pas. Ensuite, on a le HIPS, Host-Based Intrusion Prevention System. C'est un IPS, exactement, mais qui est installé sur l'hôte, une machine virtuelle qui bloque les activités, qui l'identifie comme malveillantes. Donc, tu vois qu'en fait, l'IPS et l'IDS, adaptés au monde du cloud, ça devient un HIDS, un HIPS. Mais c'est pas fini. On a aussi le quoi ? Le NIDS. IDS, je vois. Tu m'as expliqué. Mais alors le N, ça veut dire quoi ? Ça veut dire du Network Based Intrusion Detection System. C'est un IDS qui inspecte le trafic réseau, souvent au niveau des paquets, pour identifier les menaces, mais ne les bloque pas. On a ce principe de GPI, Deep Packet Inspection, qu'on peut utiliser soit en défense, soit pour espionner les citoyens. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails.
On a le NIPS. Ah, ça, d'accord, ok. C'est comme l'IDS en fait. C'est un IPS avec une composante quoi, basée sur le réseau. T'as tout compris. Ça inspecte le réseau. Souvent au niveau des paquets, ça bloque le trafic contenant une activité qui est identifiée comme malveillante. D'accord? Donc on a des solutions qui sont basées sur l'hôte, comme on les appelle. On a des solutions à la fois réseau. Hein, je vous mettrai quelques petits articles si vous voulez développer. Mais il faut bien le comprendre. Donc l'EDR, c'est plus qu'un antivirus, c'est toutes ces composantes qu'on va essayer de regrouper, d'accord, pour faire tout ce travail. Alors tout va dépendre de comment dire des EDR qui sont déployés, mais ils sont connus sous le nom de détection et réponse aux menaces des terminaux, TDR. C'est une solution intégrée de sécurité des terminaux qui combine la surveillance, la collecte continue en temps réel des données des terminaux avec des capacités de réponse d'analyse automatisée basées sur des règles. D'accord? Très souvent, maintenant, votre antivirus, que vous payez, que vous payez pas, vous avez quoi? Vous pouvez l'activer. Généralement, c'est activé par défaut. Vous communiquez avec le cloud de votre fournisseur d'accès à Internet. D'accord? Lui, il a quoi? Il a du ML. Il a du deep learning, du machine learning, le ML. Et on va essayer de même maintenant entraîner les WAF, les Web Application Firewall. On a du ML WAF, on a du Machine Learning Web Application Firewall. C'est-à-dire que ce ne sont pas de simples pare-feux, ce sont des pare-feux dits évolutifs. Grâce au ML, on va pouvoir entraîner des réseaux de neurones avec beaucoup d'informations en entrée. Ça tombe bien, toutes les cyberattaques, chaque jour que Dieu fait, sont en train d'entraîner des algorithmes, d'accord, pour justement affiner le travail d'analyse et de détection. Alors, les EDR, on a différents types. On a, je sais pas, Carbon Black, SentinelOne, FireEye, HX. Vous en avez beaucoup que vous connaissez également, les différents fabricants d'antivirus. Vous avez tous un antivirus qui pourrait être assimilé à un EDR. Et après, vous avez bien compris que on fait encore plus de choses en entreprise parce que c'est encore plus critique que votre petite machine chez vous. D'accord? Donc là, je vous donne quelques petits terminaux qu'on utilise et vous voyez que on a peut-être un IOC, un indicateur de compromission, et le but c'est de jongler entre les différents ordinateurs. Je vois le nom des personnes, je peux m'y connecter si je clique sur la petite télé là, comme tu vois, et j'ai les adresses IP. Tu vois, ça me permet de récupérer déjà le nom, le hostname et les adresses IP, le hachage de fichiers, les noms de processus qui peuvent tourner sur la machine. Là, on voit Jack Ramsey avec l'adresse IP sur un Windows Server 2019, on voit que c'est le client. D'accord? Et je peux cliquer sur Request Containment pour isoler automatiquement la machine du réseau. D'accord? Si jamais je commence à détecter des choses bizarres. Je peux vérifier l'historique, je peux regarder toutes les commandes qui ont été passées dans le terminal. Ça peut être très intéressant. Voir naturellement les connexions réseau et voir les processus. Est-ce qu'il n'y a pas un processus qui spawn en mémoire? Est-ce qu'il n'y a pas des doublons? Est-ce qu'on n'a pas fait quoi? Du process memory hollowing? Est-ce qu'on n'est pas en train d'injecter dans la mémoire des processus malicieux? D'accord? Éventuellement, est-ce qu'il n'y a pas une porte dérobée? Un reverse shell qui est en train de tourner en mémoire là? Ou un ransomware ou ce que tu veux. D'accord? Donc, ça nous permet, on verra plus tard, d'évoluer, de comprendre un petit peu qui fait quoi. C'est ce que vous avez sous les yeux. On va pouvoir, je vous dis, se connecter. Et là, on voit que Jack Ramsey, il est pas très sérieux. On lui a dit, t'installes rien sur ton ordinateur. Il a installé CoreTemp pour vérifier la température. Mais bon, peut-être qu'il y a eu une attaque de supply chain. Et notre ami Jack, il est parti sur un site chelou, télécharger tout ça. En plus, il joue à des jeux. Il y a Good Game Empire. Il y a des petits icônes qui sont bizarres, il y a des scripts PowerShell. Ça sent un peu la merde, si vous me permettez l'expression. Donc dès que tu vois ça, tu te poses pas de questions, tu as compris que Jack, déjà il va se faire remonter les bretelles, et on a de sérieux indicateurs de compromission. Donc on va isoler la machine piratée du réseau. Le but c'est d'arrêter la connexion de l'attaquant au réseau interne et empêcher son mouvement latéral à travers le réseau en interne, pivot latéral. D'accord? Donc, l'appareil doit être coupé des réseaux internes et externes jusqu'à ce que les failles de sécurité soient corrigées et que l'appareil soit à nouveau utilisable.
D'accord? Donc l'isolement, c'est le confinement et vous retrouverez, hein, cette pratique dans la plupart des EDR. Cette fonctionnalité permet à l'appareil sélectionné de communiquer uniquement avec le centre EDR et à partir de là, on va faire son analyse. Donc, je vous dis, le but, c'est d'analyser la data, d'accord? Vous avez le moindre doute, vous ne connaissez pas l'IOC, peu importe, vous pivotez d'information en information, comme un OSINT, d'accord? Esprit analytique, critique, je vous le répète tout le temps. Hachage de fichiers, nom de fichier, c'est pas grave. Je fais une recherche dans mon EDR, d'accord? Je regarde s'il n'y a pas d'autres routes, s'il n'y a pas une correspondance. J'ai récupéré sur un appareil qui a été piraté un fichier avec un hachage MD5, d'accord? Bim, je pars sur Virus Total ou sur Intezer et je commence à faire ou 50 000 autres sites, hein, que je te donnerai, t'inquiète pas, et je commence à faire mon travail de threat hunting. D'accord? Est-ce que ce HMD5 est présent? Est-ce qu'il est connu? Est-ce que c'est une menace? À quoi ça sert? Tout ça. D'accord? Donc il va falloir rechercher et déterminer si le fichier est présent. Exécuter. Peut-être sur d'autres périphériques dans l'entreprise. D'accord? Donc je dois comprendre. En fait, cette attaque, s'il y a eu attaque, qui elle a affecté. D'accord? Donc si on doit conclure, on va dire que j'ai couvert les principaux fondamentaux de l'EDR. Je vous ferai des petites démos. Voilà comment on s'en sert, hein, et pourquoi il faut fusionner la gestion des journaux, puisque c'est la quintessence. C'est ça qui va permettre de raffiner l'information et d'en extraire les alertes pertinentes. Donc, les analystes ne sont pas en mesure d'utiliser efficacement les solutions EDR directes. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il va falloir passer du temps. D'accord? Il va falloir, c'est à vous de faire votre travail, et plus vous allez passer de temps sur la solution EDR, plus vous allez vous approprier les outils. Et c'est comme tout en hacking, parce que vous êtes aussi des hackers. Hein, n'oubliez jamais ça. Vous êtes des gens intelligents, curieux, motivés. C'est ce qui définit le hacker. Eh ben, vous allez apprendre. D'accord? Donc, je vous redirige vers, bien sûr, Let's Defend.io, qui m'ont gentiment proposé, non pas de faire de la pub pour eux, puisque ma chaîne n'est pas monétisée, mais je tiens à remercier la petite dame qui habite au Canada, avec qui j'ai discuté, et qui m'a proposé de tester les services. Voilà, donc on verra, je vais faire d'autres vidéos. Hein. Et puis, enfin, on va parler comment le processus d'analyse, hein, est accéléré grâce au SOAR. Donc là, je vais parler que technique, hein, je vous ferai une petite démo dans la prochaine vidéo. Hein, là, je veux quand même parler de toutes les bases avant qu'on passe à un peu de pratique. D'accord? On a quasiment fini. Je pense que c'est une petite introduction, hein, au métier de SOC. Donc le SOAR, c'est le Security Orchestration, Automation and Response. On pourrait le traduire par quoi? Par orchestration, automatisation à la réponse au niveau de la sécurité. Hein. Ça permet aux produits, aux outils de sécurité, au sein d'un environnement de fonctionner ensemble, et ça va faciliter le travail des membres, hein, de l'équipe bleue. Alors, ça permet notamment de faire automatiquement une recherche sur l'adresse IP source d'une alerte SIEM directement dans Virus Total, je vous le disais, et ça va alléger la charge de l'analyse SOC. D'accord? Alors, on a des sorts qui sont utilisés, on a la Splunk. Dans Splunk, on a Splunk Phantom. On a dans QRadar d'IBM Resilient. On a LogSign, on a Demisto, on en a pas mal, d'accord? Le principe du sort, vous l'avez sous les yeux, c'est le CTI, le Cyber Threat Intel. On a du Endpoint Detection and Response, on l'a vu, le DTR, le Security Operation Automation, on veut automatiser pour faire gagner du temps. Du temps, c'est de l'argent, et lors d'une cyberattaque, on peut pas s'octroyer ce temps. Il faut aller au plus vite, à l'essentiel, et faire bien notre travail. Ensuite, Case Management Based Incident Response. En effet, hein, on va faire de l'incident response en fonction des différents cas. On va créer des tickets d'incident, un peu comme quand on fait du helpdesk, mais c'est beaucoup plus sérieux, et on va essayer de solutionner, hein, les problèmes qui sont soulevés, les alertes, etc., etc. Donc, ensuite, le Vulnerability Management, hein, on fait du VR, du Vulnerability Assessment. Donc ça, c'est pour découvrir les failles. Une fois que les failles sont découvertes, vous avez bien compris qu'il faut les gérer. D'accord? Le but, c'est de solutionner. Il va falloir patcher. Il va falloir peut-être développer une solution in-house, hein, pour corriger les défauts qui sont soulevés. On va peut-être appeler le fabricant même du SIEM pour lui demander une solution personnalisée pour notre entreprise.
Et on a ce qu'on appelle le playbook management. Donc là, c'est pareil, hein, c'est tout ce qui est gestion. Le but, c'est d'être le plus efficace. Et vous voyez, c'est cette synergie. Donc, on continuera à discuter des avantages du SOAR et comment l'utiliser en tant qu'analyste. Gain de temps, je vous le disais. Hein, le SOAR va permettre de gagner du temps grâce à des workflows, hein, donc un flux de travail, si vous préférez, qui vont automatiser les processus. Alors, différents workflows, le contrôle de la réputation, des adresses IP, les requêtes de hachage, l'analyse d'un fichier acquis dans un environnement sandbox, la centralisation. D'accord. Le fonctionnement de divers outils de sécurité dans un environnement, sandbox, gestion des journaux, outils, third party, etc., à partir d'un seul point, hein, agrégation de la donnée. Et ces outils sont intégrés au SOAR. Donc, WAF, Ape Security, Web Proxy Firewall, Network, Threat Intel, Mobile, Endpoint, Identity Access, ça c'est les gens, hein, parce qu'il faut les surveiller aussi les gens, et du Cloud Security. Donc vous voyez que le SOAR, hein, il est multifactoriel, multidisciplinaire, il est omnipotent, omniscient, omnipotent. C'est ce qu'on essaye de faire. Donc le playbook, je vous disais, ça va permettre d'enquêter sur les alertes SIEM, hein, à l'aide des playbooks créés dans divers scénarios dans le SOAR. Ils vont nous aider à mener une analyse parce que on peut suivre les instructions, même si on connaît pas. C'est nos procédures, tactiques, techniques, procédures, d'accord? Donc vous devez passer votre temps aussi à rédiger des procédures en interne et le SOAR a également des procédures in-house qui vont vous aider. Ça va aider toute l'équipe SOC à mener l'analyse, hein, pour commencer. Et puis après, naturellement, c'est votre expérience qui va jouer, hein. Si un membre de l'équipe ne vérifie pas, par exemple, la réputation d'une adresse IP et que les autres le font, c'est pas une situation désirable. Pourquoi? Parce que vous devez tous avoir les mêmes réflexes, d'accord? Vous êtes plusieurs à travailler, vous devez être la même et unique personne. 5 cerveaux doivent apprendre à fonctionner ensemble. 15 cerveaux doivent apprendre à fonctionner ensemble. 30 cerveaux doivent apprendre à se connecter, à s'interconnecter. Et ça passe par la bonne connaissance de vos collègues, nouer des liens forts avec vos collègues, ne pas qu'au boulot, hein, essayez d'avoir cet esprit d'équipe. C'est vraiment important. C'est comme ça que vous allez assurer, parce que c'est un boulot stressant, parce que c'est un boulot difficile. Et parfois, la monotonie, justement, si on travaille avec des collègues avec qui on s'entend bien, c'est ce qui fait toute la différence. Et c'est pour ça que vous irez pas à reculons au boulot. Ok? Donc voilà, dès qu'il y a quelque chose qui est détecté, on a oublié de faire ça, Maurice, il a oublié de checker les IP, eh ben c'est pas grave. Maurice il débute, on va mettre ça dans le playbook, on va lui créer une petite procédure parce que Maurice il débute dans le métier. Comme ça, la prochaine fois que Maurice il est confronté à cette situation, il va aller voir le playbook, il va aller voir la procédure et il saura quoi faire, d'accord? Les tactiques et les techniques qui en découlent. Donc, on pourrait dire que c'est des gestions de cas, hein. Avec le SOAR, ça permet de voir les tickets qui sont ouverts, qui sont créés au niveau de notre SIEM. On va faire du monitoring et on va voir les incidents qui ont été analysés, pas encore analysés, je vais y arriver. Les alertes qui ont été soulevées récentes, d'accord? Les tickets qu'on doit clore, etc., etc. Hein, si vous avez connu un peu le helpdesk, c'est pareil, sauf qu'on fait pas du helpdesk. Là, on s'intéresse, hein, au niveau de menace. Donc voilà, le SIEM, blablabla, blablabla. On va s'intéresser au quadriciel MIRT, mais bon, ça, je vous en ai déjà parlé en défense. On va faire du Threat Intel, ça, je vous en ai déjà parlé en attaque, pardon. Le MIRT attaque, vous savez que vous avez le MIRT Defend, hein, par opposition, et ça vous permettra de récupérer beaucoup d'informations. J'aborderai le sujet dans quelques temps. Threat Intelligence Feed, qu'on pourrait traduire par flux de renseignements sur les menaces. Une équipe SOC, elle doit être informée des dernières menaces et prendre les précautions appropriées naturellement, hein. Les flux de renseignements sur les menaces, ils sont formés pour répondre à ce besoin. Je vous ai dit qu'on va aller récupérer sur Internet. Alors, généralement, c'est intégré même au sein du SIEM, mais en tant qu'analyste, on doit effectuer ce travail d'enquête, hein. Donc un flux de renseignements sur les menaces, c'est constitué de données telles que les hachages de logiciels malveillants, les adresses IP, domaines, tout fournis par une société tierce, d'accord? Alors là, vous avez la partie Threat Intel de Let's Defend, et vous voyez qu'on récupère des hachages, des adresses IP. On a pas mal de choses, d'accord? Alors, les données sont constituées d'artefacts. On parle d'artefacts en analyse médico-légale, que ça soit pour faire du DFR, Digital Forensic Incident Response, ou quand
on va s'intéresser à des activités criminelles, artefact, ce qui peut me pousser à définir qu'il y a eu des IOC, des indicateurs de compromission, c'est principalement les artefacts que vont laisser les attaquants sur l'infrastructure. Alors pareil, le problème c'est que peut-être, ça va provenir d'activités malveillantes antérieures, hein. Il peut s'agir par exemple d'un hachage d'un logiciel malveillant ou de l'adresse IP d'un serveur de command and control. Le but pour nous, ça va être de rechercher les flux de renseignements sur les menaces et déterminer si un fichier haché, qu'on a, récupéré a peut-être déjà été utilisé dans le scénario malveillant, peut-être dans le passé. C'est ce que je vous ai expliqué. Donc encore une fois, Talos Intelligence, Virus Total, Intezer, ça sera les 3 points pour bien commencer. Vous avez des versions gratuites, des versions payantes. Et après, on a beaucoup, je vous redirige sur le Discord où je vous ai mis tous les liens quand on commence à s'intéresser. On a OpenVault, on a beaucoup de logiciels. Je pourrais pas tous vous les citer. Ça va être votre travail, creuser. Si vous voulez comprendre comment fonctionne ce métier. Et puis, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, pourquoi parler de tout ça? Parce qu'il faut faire des tris. Encore une fois, vous savez qu'on croule sous l'information. Mais typiquement, j'ai un binaire que je sens pas fiable. Je vais récupérer son hachage. Je vais peut-être le passer à la moulinette directement à partir du binaire d'un virus total, ou grâce au hachage, je vais pouvoir travailler et demander à virus total éventuellement si on ne connaît pas une antériorité. Est-ce qu'il s'est pas déjà passé quelque chose dans le passé? Donc ensuite on va voir, et ça va être, va y avoir des analyses statiques dynamiques qui ont été faites, une preuve de diligence comme on les appelle. Vous allez savoir si le fichier est propre, si c'est une erreur ou pas. N'oubliez pas que les adresses IP, peut y avoir des rotations, ça peut changer de main. Un attaquant, il va créer un serveur, il va utiliser un VPS, il va demander à AWS, à Amazon Server, de quoi? D'héberger une machine et vous savez, dans une société capitaliste, on ne demande pas de justifier votre secteur d'activité. Vous pouvez héberger un centre de command and control. Nous, en Red Team, on fait appel aux plus grands prestataires pour héberger des serveurs de command and control. Mais nous, c'est pour vous entraîner. C'est pas pour pirater la boîte. Vous l'avez bien compris. Donc, c'est pareil. Une adresse IP pendant une période, ça peut être intéressant, mais n'oubliez pas que cette même adresse IP peut ensuite être certes enregistrée comme une adresse malveillante, mais elle peut être réutilisée pour un autre acteur. Et ça ne sera pas forcément un acteur de menace, comme on l'appelle. Dans le jargon, on appelle ça un TA, Threat Actor. Ok. Donc voilà, vous allez récupérer une adresse IP, vous dites c'est Toto le hacker, putain, j'ai détecté son serveur de command and control, je sais que c'est un serveur AWS. Vous êtes comme un fou, mais 2 mois plus tard, qu'est-ce qui s'est passé? L'attaquant, Toto, il a fermé son serveur. Quelqu'un d'autre a déplacé son bloc personnel. C'est Tati Janine maintenant qui utilise ce serveur. D'accord? Donc tu as bien compris que ça signifie que les personnes qui ont visité le blog ont été exposées peut-être à un contenu malveillant. Peut-être que l'adresse IP est utilisée à des fins malveillantes dans un passé, mais ça signifie pas forcément qu'elle contient du contenu malveillant actuel. Encore une fois, est-ce qu'on a laissé des traces? Généralement, je vous rassure, c'est des conteneurs, c'est des machines virtuelles, elles sont écrasées, d'accord? À moins d'attaquer l'hyperviseur, faire des attaques très évoluées, généralement, le principe de compartimentation, de containerisation fait que Toto le hacker n'a pas pu attaquer le blog de tante Janine. D'accord? Donc encore une fois, c'est la corrélation de ces preuves qui vont vous permettre de faire évoluer votre analyse, puisque, en effet, il y a 2 mois, c'était utilisé pour des fins malveillantes. Cette adresse IP n'appartient plus à Toto le hacker. Maintenant, c'est le blog de tante Janine. Donc, dès que vous le pouvez, il n'y a pas de questions à se poser. Il va falloir rechercher adresse IP H. Ça sera vos meilleurs amis pour découvrir et comprendre au sein du flux de renseignements les différentes menaces qui s'offrent à vous. On fera quelques petits exercices, je vous rassure. Maintenant, on va parler un peu des erreurs communes, courantes. Quand on commence, il y a pas de honte à avoir. On fait tous des erreurs. On est humain, on n'est pas des putains de robots, je vous le répète. D'accord? Mais pensez que un bon analyste, c'est
quelqu'un qui sait utiliser ces outils, mais qui a une analyse, un esprit critique analytique. Vous allez, quand vous débutez, trop être dépendant de Virus Total. Vous allez, c'est même un mime dans le métier, mais à quoi on reconnaît un SOC niveau 1, c'est que, voilà, il a un t-shirt Virus Total. D'accord? Comme, comment on reconnaît un pen tester, quoi? Junior? En Red Team? C'est quoi? Bah, il a une version piratée de Cobalt Strike. Obligé. Et un t-shirt avec Mister Robot. Donc voilà. C'est vrai, les préjugés et les caricatures, les stéréotypes ont la vie longue. Mais parfois, c'est le cas. D'accord? Donc vous, en tant que SOC, pensez toujours que être trop dépendant de Virus Total ou de tout ce qui pourrait vous fournir des analyses automatisées, c'est encore une fois croire que parce que on fait le travail à votre place, vous êtes safe, c'est pas un bon jugement, d'accord? Donc encore une fois, analyse hâtive des logiciels malveillants dans un bac à sable, analyse insuffisante des logs et pareil, au niveau des dates, des corrélations, parfois dans le big data, ne serait-ce que Virus Total, vous allez vous perdre, d'accord? Et en fonction de la temporalité, comme je t'ai dit, ah oui, l'adresse IP était il y a 2 mois malicieuse, elle l'est plus aujourd'hui. Comment tu fais le distinguo? Est-ce que toi, tu mets à jour tes informations au niveau des menaces pour euh, avoir cette vision holistique et en termes de temporalité, est-ce que tu vas pas te créer toi-même de fausses alertes à terme, tu vois? Typiquement, dans l'exemple que je te donnais avant, si tu retires pas cette adresse IP au bout de quelques mois, elle pourrait réapparaître et ça sera le blog de tante Janine, ça sera pas l'attaque de Toto le hacker. Donc voilà, on a tendance à être trop dépendant de la technologie et c'est surtout pas ce qu'on doit faire, ni en rouge, ni en bleu, d'accord? Les outils, c'est que l'extension de votre cerveau, de votre cerveau. Et votre cerveau, c'est quoi? C'est les tactiques, techniques, procédures. Vous avez passé des milliers d'heures à apprendre, d'accord? Donc, utilisez votre intelligence, c'est votre meilleure arme, d'accord? Les outils ne vont que décupler votre propre intelligence. Et ce travail d'intelligence, d'accord? Intelligence au sens premier, au sens figuré. Vous allez faire un travail d'intelligence, comme dans le renseignement. Recueil de l'information, raffinement de l'information, analyse, comme les analyses du renseignement. Vous allez analyser des menaces, d'accord? Donc, ça demande de vraies capacités cognitives, savoir travailler en équipe et surtout ne pas dépendre des outils, d'accord? Donc les résultats, je te disais, ouais, super, t'as un écran vert sur Virus Total, t'as analysé une URL, t'as constaté que l'adresse est inoffensive. Mais il y a un nouveau logiciel malveillant qui est développé à l'aide d'une technique de bypass, des antivirus. Il peut pas être détecté. Je t'ai déjà montré dans mes vidéos, avant que je me fasse saquer par notre ami YouTube, comment on peut contourner, arriver à contourner 65 des antivirus du marché. Parce que c'est notre métier en tant que rouge, d'accord? Donc encore une fois, je te mettrai des articles, va creuser, mais ne pense pas que parce que tout est bon, c'est que c'est bon. Tu dois imaginer que peut-être l'attaquant a un haut degré de sophistication, surtout quand on parle de MPA, de menaces persistantes avancées. Donc il arrivera à contourner les signatures. Pourquoi? Parce que c'est on ne peut plus facile de contourner les signatures quand on sait comment faire. D'accord? Un peu de rembourrage par-ci, usurpation de certificats, numérique, on peut, comment dire, injecter dans le PE, on en peut utiliser des structs, on peut faire du process following, on peut... Bref, il y a beaucoup, 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 beaucoup de techniques, d'accord? Et donc, encore une fois, ne supputez pas et dites-vous toujours que, ok, ça semble inoffensif, mais après, il faut creuser. Et après, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Donc, en niveau 1, vous le ferez pas, mais en niveau 3, vous le ferez. Il va falloir faire une analyse comportementale, donc c'est l'analyse dynamique, et il va falloir faire de la relecture de code. Il va falloir faire du RE, du reverse engineering, de la rétro-ingénierie, savoir contourner les techniques anti rétro-ingénierie, comprendre toutes les techniques d'offuscation et faire de l'analyse statique également. D'accord? Donc quand vous débutez, ça, vous avez pas encore les capacités pour le faire. Donc
Ça, c'est une chose. Analysatif des logiciels malveillants dans le bac à sable, hein, une analyse 3 à 4 minutes dans un environnement sandbox ne va pas toujours produire des résultats précis. Hein. Là, vous savez quand justement, hein, pour empêcher, qu'est-ce qu'on fait? On demande à notre charge utile de quoi? De être en stase quand elle détecte un environnement sandbox et il va pas s'activer par lui-même, en fait. Hein. Il va attendre 10-15 minutes, moi même des fois 1 heure, d'accord. Au bout d'une heure, tu sais que la sandbox, elle a fait son boulot, d'accord. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il va faire un appel, hein, il va envoyer une sonde vers le serveur de command and control. Et là, le serveur de command and control va renvoyer un, c'est un stageless si vous voulez. Hein. On va envoyer le stager. Et là, le stager va se mettre en place. Et c'est la deuxième étape de la cyberattaque. Une fois qu'il a été scanné et que l'antivirus, le DR, pense que tout va bien, eh ben, c'est là qu'il va communiquer vers l'extérieur et récupérer un deuxième bout de code qui va initialiser, à proprement dit, la cyberattaque. Donc la durée de l'analyse, elle doit être conservée le plus longtemps possible et doit avoir lieu dans un environnement réel si possible. Hein, encore une fois, on a plein de techniques, on l'a vu hein, avec les derniers malwares, Lockbit en fait partie. Il y a toute une partie dans Lockbit, si je dois vous parler de lui, qui détecte en fait s'il est dans un environnement de sandboxing sur une VM. Et dans ce cas-là, voilà, il suit des règles de conduite hein, pour lesquelles il a été programmé, mais très souvent, si vous voulez vraiment connaître la nocivité, eh ben, il faudra un environnement réel. Et ça veut dire une machine physique. Ça veut dire pas de virtualisation. Parce qu'il est très facile de faire du fingerprinting et de détecter qu'on tourne dans un environnement de bac à sable. Analyse insuffisante des logs. Hein, de temps en temps, on constate des analyses logarithmiques qui sont pas effectuées correctement. Le logiciel malveillant a détecté un appareil avec le nom d'hôte, je sais pas, hein, Let's Defend, si je dois reprendre le nom du site. Et ce malware envoie secrètement des données à l'adresse letsdefend.io. Donc en tant qu'analyste SOC, vous devez utiliser des solutions de gestion des journaux, comme on l'a vu, pour déterminer si un autre appareil tente de se connecter à cette adresse. Et enfin, si on recherche des choses qui ont déjà été interrogées dans Virus Total, on a un résultat du cache hein, qui est affiché. Tu peux aller voir, je te le mets sous les yeux, qu'est-ce qu'il y a écrit. Last update 3 months ago. D'accord. On a recherché l'adresse, mais c'était maintenant il y a 3 mois. D'accord. Est-ce que si j'étais un attaquant, je pourrais rechercher une adresse URL propre dans Virus Total puis remplacer le contenu par du contenu malveillant? C'est pourquoi on ne doit pas seulement regarder le cache de recherche, on doit commencer une nouvelle recherche. D'accord? Je peux jouer là-dessus. Et c'est ce que font les attaquants. D'accord? Ils vont jouer sur des noms de domaines, ils vont faire du typo squatting pour faire des attaques d'ingénierie sociale. On va injecter de faux vrais certificats numériques pour signer nos domaines, pour injecter des signatures et des certificats numériques dans nos payloads, hein, pour que on floute la signature, hein, encore une fois, avec un peu de padding, du rembourrage, on va pouvoir justement empêcher ce travail de signature, d'accord? Contourner notre signature, les signatures en rouge, c'est ce qu'on apprend à faire, c'est notre métier, d'accord? Donc ne vous basez pas que sur ça. Une valeur de hash, c'est très bien, mais tu sais très bien que je peux modifier ne serait-ce qu'un bit, et c'est l'ensemble de la valeur de hash qui est modifiée en conséquence. Donc je vais m'arrêter là. Voilà les erreurs commises, à vous de ne pas les commettre. On va développer, hein, c'était une petite introduction, une mise en bouche, j'ai envie de dire. J'espère que ça vous a plu. Moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.